Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, on part à Lyon. Je vous emmène à la rencontre de Jérémy Galvan. Ce chef a une démarche singulière car dans son restaurant, il vous propose une expérience. Son travail, il l'a noué autour des sensés. Au cours de votre dégustation, il va les solliciter tous. Oui, tous. On aime regarder une assiette, on sent les parfums, on goûte évidemment, mais ici, on doit aussi parfois toucher, entendre. Je n'aime pas trop le mot expérience en général, pas plus que je n'aime me voir imposer une manière d'aborder une cuisine. Je suis plutôt du genre à m'asseoir à table en me disant « Allez, envoie, et je vais me faire une idée ». Chez Jérémy Galvan, au contraire, il faut se laisser guider, il faut accepter l'idée qu'on doit se débarrasser d'une attente. Il faut laisser son armure et ce qu'on est à l'entrée, car lui compte nous cueillir. Thomas Ladonne co-réalise cet épisode et vous reconnaîtrez bien sûr les musiques signées Nathan Cohen. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous laisse découvrir maintenant l'histoire d'un chef hypersensible. Le parcours de quelqu'un qui n'a jamais su dealer avec les cadres, la contrainte, les règles qui disent c'est comme ça et pas autrement, car lui se laisse guider par autre chose. Au fond de lui, il sent une flamme et pour se déployer, il a dû s'affranchir des regards, du jugement. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui à ses clients, il propose un chemin qui surprend. Ce n'est pas pour rien qu'il cherche à nous faire renouer par la cuisine avec une sensation qui n'appartient qu'à nous, qu'il veut, comme il le fait pour lui, qu'on renoue avec ce que nous sommes, profondément. Voici l'histoire de Jérémy Galvan. Je suis né en 83 en Haute-Savoie, à Saint-Julien, limite de la Suisse. J'ai grandi entre l'Ain, la Haute-Savoie et tout petit, dans deux familles très différentes, une pied-noir espagnole et l'autre paysanne. Donc deux familles marquées différemment, mais marquées. Du coup, c'est deux familles très proches de la table, très proches de l'échange humain, mais qui sont jamais comprises. Donc en fait, je parle de ça parce que c'est hyper important. Quand t'es tout petit, tu cherches des repères partout. Et puis en fait, moi, c'était comme du sable mouvant partout. J'ai grandi dans un univers où j'étais entouré de sable mouvant parce que la réalité de ce côté-là n'était pas du tout la réalité de ce côté-là. Puis quand j'étais de ce côté-là, c'était plus la même de ce côté-là. Là, on se parle de deux familles, quoi. Côté paternel et maternel, ouais, c'est ça? Ouais, côté paternel et maternel. Et du coup, parce que ces deux familles étaient très proches, étaient très familles, mais se comprenaient pas ensemble entre ces deux familles. Mais un dimanche sur deux, on était dans une famille pour un repas de famille, quoi. Donc très présent. Voilà, très présent. Mais avec des marqueurs, des repères très différents, quoi. Moi, j'ai compris bien plus tard, hein, mais quand tu grandis dans côté pied noir espagnol, ils arrivent avec quelque chose de lourd en eux, une guerre, de la peur de l'autre, la peur de ce qui peut se passer à l'extérieur, le non-dit en permanence, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés en France, il fallait plus en parler de cette histoire. Donc du coup, quand t'es enfant, si on te dit pas les choses, tu fais que ressentir des peurs, l'extérieur, ta grand-mère qui te dit lui il est dangereux, lui machin, attention lui il te regarde. Donc tu grandis dans ce truc là. Et dans cette famille, côté pied noir, ma grand-mère qui cuisine dès le matin, tu te lèves, ça sent le poivron, ça sent la paella, la frita. Il y a des marqueurs très forts de Moyen-Orient comme d'Espagne. Donc si tu veux, tu passes un jour une paella, un couscous en main, une frita. Le petit garçon n'a rien à faire dans une cuisine, fallait surtout pas que je touchais la nourriture à le jeter. Enfin, c'est marrant, très croyante, tous les jours à prier, très chrétienne, allumer ses bougies, tout ça.
Et de l'autre côté, côté paysan, t'es au milieu de... Ils habitent à 10 km l'un d'autre, hein, tu sais, ils sont pas loin. Et de l'autre côté, quand j'arrive chez mon grand-père de côté, c'est la liberté totale de tout ce qui peut se faire, et surtout ce qui peut pas se faire. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui m'a fait fumer la première fois la liane, tu vois, à 12 ans. Tu conduis des tracteurs, t'es libre, t'as des hectares, donc t'as une vieille estafette qui roule plus sur la route qui sont pour les enfants, tu vois. Et t'as cette liberté-là, qui te permet de te construire et de prendre confiance en toi, parce que d'un seul coup, tous les dangers te les enlèvent. Tu vas chercher à prendre ma moto, la Monet Goyon, c'est une moto de 125 qu'il avait après-guerre, et que j'ai récupéré là dans la maison de campagne, que je vais retaper, et je la prends sans casque, tu montes chercher le pain au village. Tu sais, tous les dangers, 2 accidents de voiture, je passe dans le pare-brise, on me rattache jamais, on fume les fenêtres fermées, enfin, tu vois, tout ce qu'on a connu dans les années 80, 90. Et ben là, c'était encore poussé à l'extrême, parce que du coup, c'était la liberté totale. Mais côté paysan aussi, tu te lèves le matin, ça sent la cuisine sur le bord du fourneau, la cocotte en fonte, les jus magnifiques de ma grand-mère. Et tu passes pareil des repas de famille où la table n'arrête pas de s'agrandir dans ce cuisine immense et génial. Et pareil, le petit garçon n'a rien à faire dans la cuisine. Tu vas rester avec ta grand-mère dans la cuisine, tu vas sur le tracteur, t'as les bêtes, t'as les moutons, le machin. Et puis pour moi, c'était plus glorieux, tu vas dire, bon, allez, on va aller sur le tracteur, on va s'occuper des bêtes ou à l'atelier. Moi, j'ai passé des journées entières jusqu'à 23 heures à l'atelier, à bricoler, à partir d'un morceau de bois, à transformer. Et donc d'un côté, la peur et tu vois la méfiance, et de l'autre côté l'hyper liberté et la connerie en permanence. Donc j'ai eu mais ça d'un côté c'est ce qui m'a sauvé un petit peu de ce renfermement que j'aurais pu avoir de cette famille Pieds Noirs, parce que je l'adore cette famille et je les aime vraiment profondément les deux. Mais si j'avais pas eu cet équilibre là, ça aurait été plus compliqué pour moi d'aller pousser la porte ailleurs. Là, il y a 2 extrêmes qui cohabitent pour le coup. Ouais, c'est ça. Mais qui sont jamais comprises et qui sont toujours critiquées. Quand t'es chez l'un, ça critique l'autre, quand t'es, tu vois. Donc, c'est un peu dans ce truc-là aussi de... Pas hyper confortable. Ouais, pas confortable. Mais il y a un point commun, c'est la cuisine. Ça cuisine dans les 2 coins. Ouais, c'est ça. Dans les 2 côtés, ça cuisine. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la cuisine rassemble... Et du coup, arrive un moment où mes parents décident de partir d'ici. Bon, ça n'a jamais été trop la joie entre mes parents, deux hypersensibles qui ont jamais su trouver les mots pour se parler. Donc ça en devenait à la violence, ça en devenait aux mains. C'était compliqué, une relation très compliquée. Donc ils ont décidé de partir pensant que c'était ça qui allait résoudre. Mais on arrive en Isère, vers Bourgoin-Jallieu, à une demi-heure d'ici. Et là, on prend une maison dans un petit lotissement, tout ça. Ma mère achète un magasin de fleurs. Mon père est comptable, directeur comptable dans un cabinet. Et ils se séparent très vite. Très vite, ils se séparent. On se retrouve avec ma grande sœur, seule avec ma mère. Ma mère qui perd un peu pied pour différents sujets de santé. Et du coup, un peu livré à nous-mêmes, ça devient un peu la décadence, tu vois. Ça devient un petit peu le truc où on en est descendu jusqu'à aller manger au Resto du Cœur, chercher des trucs au Resto du Cœur, alors que ma mère vient de cette famille paysanne où on a toujours mangé le bon produit. Et là, j'ai connu du coup le chaos au niveau nourriture. C'était le plus chaotique que j'ai pu connaître, c'est ce moment-là, où là, on s'est retrouvé à aller au Resto du Cœur chercher à manger. C'est-à-dire que là, la nourriture, c'est un marqueur pour le coup. Là, ouais. C'est un symptôme d'une situation évident. C'est ça. Ouais. C'est plus les bons produits de la ferme. C'est plus les bons produits. Surtout, on veut le cacher, donc on n'en parle pas. Donc c'est une période qui est comme hyper dure. Je deviens un peu le petit lascar qui traîne dehors, qui traîne avec tous les petits gars, machin. Ce qui va après me coûter le renvoi des collèges du coin, tout ça. Hein,
Du coup, ma seule respiration, ma seule oxygène, c'était mon grand-père. Mes parents n'ont jamais réussi à faire tu vois, la différence entre notre relation d'adulte et nos enfants, et donc on sans arrêt plutôt remonté l'un contre l'autre, surtout ma mère, sur votre père de toute façon on veut plus vous voir, machin. Donc nous on croyait que nos pères voulaient pas plus nous voir. Mon père ne s'est pas battu pour savoir si on voulait plus le voir. Il s'est dit mes enfants veulent pas me voir, et du coup on a coupé quoi, alors qu'ils étaient dans la même ville, et du coup on allait pratiquement jamais. Seulement un soir par semaine, après au bout de quelques temps ça reprenait quand même un petit peu. Le mardi soir il venait nous chercher et il me récupérait avec ma sœur et il nous emmenait au McDo. Et ça c'était notre rendez-vous de mardi soir pendant plusieurs années. À tel point qu'un jour je comprenais pas pourquoi jusqu'à 32-33 ans j'allais tout le temps au McDo. Je me disais putain cette odeur j'adore et tout, j'adore ça. Ouais, il y avait Et un jour j'ai analysé ce truc là, en fait juste ce que j'adore c'est que c'est l'odeur de ce moment-là quoi. Tu vois, c'était l'odeur de l'attention que j'avais à ce moment-là, et c'est chargé. Et le moment est chargé, et du coup ces facteurs ils sont hyper importants hyper intéressants quand tu arrives à les ouvrir un petit peu, parce que je suis passé de cette famille où on cuisinait, où le temps, parce que c'est des cuisines de temps, il y avait de l'importance de goût, à une cuisine hyper industrielle, à un lâcher prise total sur la vie, sur ce qui se passe ou pas, à un moment hyper chaotique. Et du coup je découvre ce milieu industriel où c'est ça qui nous raccroche. Du coup moi je me suis rendu compte plus tard que je me suis raccroché à ça, par cette nourriture qui te donne du sucre et du gras tout de suite, et qui tu vois, te pense un peu la plaie. Et l'autre côté ma mère qui après s'est remis avec quelqu'un on a réussi un peu à stabiliser le truc, et puis après ma mère a coulé son magasin de fleurs, puis après ça voilà, mais bon, tout s'est reconstruit après différemment, et ce moment-là les moments où on allait au restaurant c'était flunch, quand on allait faire les courses à Auchan une fois par mois, ou se faire un sandwich américain à Lyon quand on est une photo de moi. C'est marrant parce qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est à la fois une nourriture comme tu le dis qui peut avoir une forme de réconfort ultra rapide quoi, ce sucre t'en parles, cette graisse et tout, et en même temps c'est une restauration qui est une restauration du temps réduit. Ouais. C'est-à-dire que là où t'avais des tables qui duraient des heures, là le McDo c'est difficile de tirer plus d'une heure au McDo en fait. Ça dit quelque chose de ces moments-là aussi, c'est-à-dire que les moments de réunion, ils se sont réduits. Ouais, c'est sûr. Ah bah là, c'est une période vraiment où on faisait plus de nos repas de famille, quoi. C'était hyper rare. Et j'ai comme l'impression, tu vois, c'était débranché complètement. Le parallèle est hyper flagrant entre le temps, la nourriture, et ce moment industriel où on a mangé, qui nous a ramené à l'argent. C'était effectivement, on n'avait pas les moyens en fait de faire autrement que se faire ce restaurant-là. Donc ils étaient hyper contents. Mes parents nous emmenaient, de ma mère, mon beau-père nous emmenaient au flunch. Et du coup, voilà, se passe ce temps-là jusqu'à 15 ans. Enfin, je fais ma 6e et ma 5e au collège, hors cadre, jamais trop compris. Tu sais, en plus, quand on arrive à l'île d'Abo, du coup, en Isère, avant le moment où mes parents divorcent, j'arrive en CM1. Et là, je redouble mon CM1 parce que je savais pas lire. Et on se rend compte que j'ai fait du CP au CM1 dans une petite école de village, et il s'est jamais rendu compte que j'avais des problèmes de lecture, quoi. Que je lisais à peine, quoi. Ni ma mère, ni personne. Donc, si tu veux, à tel point, tu vois un peu la tension qu'il peut y avoir sur tout ça. Du coup, voilà, descente un peu aux enfers. J'arrive quand même en entrée de collège classique 6e. Très mauvaise année, 5e pareil, et du coup plus j'étais hors cadre, plus du coup je voyais que les adultes devant moi ne comprenaient pas que j'étais en souffrance et que j'y arrivais pas quoi. Plus du coup j'essayais de passer par autre chose, et sans arriver à la violence et à pouvoir fonctionner qu'en étant violent. Et jusqu'à une énième bagarre où j'ai pété le nez d'un de mes collègues avec une raquette de ping-pong, parce que voilà. Du coup, on m'a viré complètement des collèges. On a dit à ma mère, votre fils, on le veut plus dans les collèges du coin, tout ça. Ma mère avait une sœur qui avait fait une école, les MFR, maison familiale rurale, qui était vraiment une démarche alternative sur l'éducation, sur l'apprentissage en tout cas.
t'étais souvent la plupart du temps aimé faire à l'époque en internat. Donc tu te coupais par une semaine de la maison, que t'avais des services à faire toutes les semaines. Un jour t'étais de débarrassage jetable, un jour tu lavais les toilettes, un jour tu faisais... Donc l'apprendre à vivre ensemble, c'était plus des profs mais des moniteurs, et tu les appelais par leur prénom. Tu les voyais mais tu les appelais par leur prénom. Et il y avait un rôle qui était, pour moi, qui a été vraiment libérateur et essentiel, même si je suis arrivé en 4e et 3e technologique dans cet endroit, un château de Chapeau-Cornu. J'ai rencontré un directeur qui a vu plein de métiers différents, qui était génial. Et qui a su à chaque fois trouver les bons mots, tu vois, parce que quand j'ai commencé à partir en vrille au tout début, en faisant des conneries, il me faisait venir dans le bureau, il m'a dit écoute, je vais te parler en tant que père, en tant que directeur, en tant qu'homme, et tu vois, il m'a expliqué les choses comme ça. Il a besoin de le faire, je crois, 2-3 fois, après c'était fini, quoi. J'ai plus fait une seule connerie parce que du coup, on n'était plus dans le reproche de qui j'étais et de ce que je faisais, mais on m'a expliqué et je pense qu'il a été hyper fin là-dessus parce que moi c'était bien plus fort pour moi de savoir le mal que j'ai pu faire à quelqu'un, c'était plus fort, tu vois, pour me faire agir. Et donc là je passe 2 plus belles années de ma vie en internat, j'avais 14 ans. Et puis en fait, moi pendant ces 2 ans-là, ce qui est génial, c'est que tu faisais plein de stages différents. Et j'en ai fait plein, tous les métiers de bouche, la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine. Et j'ai fait aussi mécanique. Donc j'en ai fait plein de différents. C'était vraiment bien. Et du coup, à la fin de ta 3e, tu devais choisir où tu partais. Et du coup, j'ai un copain qui me dit je vais partir en cuisine et tout. Donc moi, j'arrive à décrocher un stage chez Bernard Antelme, un semi-gastro vers Bourgoin. Et je dis ok, moi je vais faire pareil et tout. Je fais comme toi. Donc j'arrive 98, je commence mon apprentissage chez Bernard Antelme. C'est un monsieur qui est à la retraite maintenant, qui était un ancien de la maison Bocuse, très traditionnel, ça hurle sans savoir pourquoi tout de suite. Ça te fait passer les mauvaises émotions tout le temps parce qu'il n'arrive pas à les gérer. Donc compliqué, 6 premiers mois à pleurer tous les soirs, je veux arrêter, c'est trop dur pour moi, 15 ans et demi, j'arrive dans un milieu comme ça, j'étais trop dur. L'époque en plus c'était encore 1 jour et demi de congé par semaine, j'avais que samedi matin, dimanche, c'était vraiment trop dur. Violent. Ma mère et mon beau-père, eux, pendant plusieurs mois, m'ont dit essaie de tenir au moins 1 an pour voir, tu prendras ta décision à la fin de l'année, tout ça. On se rend pas compte aujourd'hui, là, où on est dans une époque où on essaie d'affiner les orientations, où on fait très attention à la psychologie des gens, à la personnalité que peuvent avoir les enfants. Là, on se parle en l'occurrence d'un jeune garçon qui va embrasser un monde sans trop savoir à quoi il correspond, sans forcément une envie très évidente, et qui en plus se retrouve, dans un truc ultra violent, ultra physique. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas ce que tu vas faire de la cuisine à ce moment-là? Bah non. J'ai pas l'impression. Bah non. Je sais rien du tout. Je sais que je vais arrêter. Ouais. Et que je vais partir de ce milieu de fou. Et je sais pas ce qui se passe. Tu sais, on avait une petite fenêtre vers le pass qui était proche de la salle. Et les clients habitués souvent disaient merci beaucoup, c'était bien et tout. Et au bout de 6 mois, c'est passé un déclic en tête. Je fête mes 16 ans. Et là, je dis putain... j'aime ce métier et j'ai eu un déclic qui m'a montré que j'adorais donner du plaisir et en prendre à en donner. Et là, du coup, le déclic s'est fait, boum, je me suis fait qu'une seule promesse dans ma tête, mes 16 ans, c'est ok, tu vas là, mais tu seras pour être à ton compte. Si tu fais ça, tu auras ton restaurant un jour. Je me souviens que un jour, j'arrive un matin au boulot et là, tous les jours, c'était que je rentrais le soir, je pensais qu'il y a une chose, c'est aller tout déballer à ma mère, pleurer, machin, c'était dur. Et là, un seul jour, je me sentais bien. Comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, tu vois, je sais que d'un seul coup, le côté négatif qui était dans mon cerveau, toujours, putain, c'est dur, je vais arrêter. Là, c'est un seul coup, putain, c'est génial. Je me souviens, je faisais des nougats glacés en bas, à la cave, on faisait la pâtisserie dans une cave, et je faisais des nougats glacés. Et j'adorais en manger, tout ça. Et j'ai pris plaisir. Je sais pas comment te l'expliquer, mais à ce moment-là, j'ai pris plaisir à le faire, de savoir que ça allait être mangé par des gens qui allaient prendre du plaisir, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, putain, en fait, il est génial ce métier. Révélation. Ouais, révélation. Et
Et là, d'un seul coup, la machine elle s'est mise en route. Pour moi, il n'y avait plus aucune barrière à cette passion. Et surtout, cette passion qui allait me libérer rapidement de tout ce qui m'embêtait, de mon couple familial où j'avais besoin de partir. Je suis parti à 17 ans, je suis arrivé à Lyon à 17 ans et demi, j'ai quitté la maison, je suis plus jamais revenu. Et du coup, j'ai embrassé ce métier, je l'ai adoré et je l'adore toujours. Mais au début, c'était vraiment dans ce qui me donnait, il me nourrissait. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé ce que j'avais chez mon grand-père, à rester jusqu'à 23 heures dans l'atelier, partir d'un morceau de bois comme ça et avec le ciseau à bois en faire un bateau, à transformer cette matière qui du coup rendait fier les autres quand ils le voyaient, me rendait fier. Je pense que tout ça s'est accroché à dire putain, en fait, dans cet atelier-là, tu vois, qui est la cuisine, il se passe quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien, qui apaise mes démons, tu vois, qui rend ma vie plus simple que cette émotion qui est en permanence en train de me submerger autour, hein, qui m'étouffe, tu vois. Et il se passe quoi du coup ensuite? Qu'est-ce que tu te dis à la sortie de cette première expérience où il y a quand même une révélation? Ouais, bah en fait je me dis déjà j'arrive à avoir des bonnes notes, je suis pas un si cancre que ça. Je vaux quelque chose, j'arrive à avoir mon CAP, même si c'est vraiment le truc qui me saoule, le parti théorique, mais j'y arrive, j'y vais. Et je rencontre dans cette maison familiale, déjà, celui qui a vraiment joué un rôle essentiel dans tout ça, c'est Joël Jardry, mon premier professeur de cuisine, qui est devenu un ami maintenant, qui est prof à Dardy, qui est pas loin de la retraite. Il était tout jeune prof à cette époque. Il nous a menés comme une vraie team quand je suis parti en CAP. Je suis parti en CAP dans une deuxième maison familiale, donc à Ballan, et là j'arrive, et dans cette classe hyper hétéroclite. Et il nous a guidés toujours dans un respect de l'un vers l'autre, d'une team qui avançait ensemble, qu'on n'a jamais eu personne qui s'est moqué de personne. On a été en internat pendant 2 ans ensemble. On a toujours été hyper bienveillants, à 16 ans hyper bienveillants ensemble. Pour moi, ça n'existait pas. Et il nous a menés tous à la réussite, on a tous eu notre CAP à la fin. Et ce mec-là, il a été génial pour ça, parce que ce qui après c'est retrouvé, juste mon expérience suivante, c'est que moi fallait pas trop me mettre de barrière, parce qu'après je me mettais tout de suite dans le décor. Et lui avait senti ça, m'avait aidé et je pense que dans ces 6 mois aussi, il a été le déclic pour moi de ce CAP là, de dire le métier je le vois autrement. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon CAP et derrière je rencontre dans ce maison familiale un mec qui travaillait au Léon de Lyon, qui à l'époque avait 2 étoiles, qui était vraiment une maison, on parlait beaucoup et surtout l'ambiance était vraiment bienveillante, était belle et c'était une grosse famille, c'était une grosse maison. Et je commence un brevet professionnel là-bas. 2 ans. Et je tombe avec Joseph Viola, un ancien chef qui était le chef des cuisines là-bas. Et j'étais en binôme avec un autre collègue qui était en BP. Cet autre collègue très pro, qui savait faire les choses, qui les faisait bien, qui avait besoin d'un cadre pour les faire, et du coup, il avait des résultats, il avait des bonnes notes, et puis quand on lui demandait quelque chose, il le faisait bien, tout ça. Et puis t'avais Jérémy de l'autre côté qui, plus on lui mettait des cadres, plus il se mettait en difficulté, plus il se mettait dans l'échec. Moi, on avait l'impression qu'on pouvait lui faire confiance, et plus on le laissait de côté. Et donc pendant 2 ans, ça a été hyper compliqué, ça, parce que j'avais mon chef qui du coup avait cette vision de moi sur il y a le vent, je sais pas trop, machin. Et puis Pierre, c'est bon, fais-lui confiance, tu vois. C'est bon. Et donc du coup, à chaque fois qu'il avait des notes ou des machins qui revenaient de l'école, on demandait des notes, lui il avait des super notes, moi, voilà. Et du coup, ça a été hyper dur pour moi, à tel point que j'ai lâché l'affaire aussi. J'ai fait ces 2 ans-là, mais très vite, j'ai lâché la partie théorique, tout ça, et j'ai raté mon BP. J'ai rencontré Nadia aussi la 2e année de mon BP, où là aussi j'avais plus envie de vivre la belle vie comme ça que de travailler. Mais ce côté-là aussi au restaurant était trop fort pour moi, trop de pression, était trop dur. J'arrivais pas à me battre en fait là-dessus. C'était compliqué, le jugement était compliqué. Les cadres, la pression. Ouais. C'était trop dur pour moi. Je lâchais tout. Et ce qui fait que je rencontre Nadia en 2003, du coup, elle faisait son école de théâtre à la place des terreaux. Et là, je découvre ce milieu artistique, mais qui est génial. Je découvre une femme super chouette, une jeune fille super chouette qui est devenue ma femme. Et du coup, je vis pleinement ce moment-là. Je rencontre des gens fabuleux, un milieu et une façon de penser que je connaissais pas. Là, on se parle du théâtre. Là, on se parle du théâtre. Du théâtre et du cirque et de tout ce qui tourne autour de ça. Et je rencontre plein de gens là.
Et ce qui se passe, c'est que je commence à me dire putain, mais moi c'est génial, et ces gens, la liberté qu'ils ont, je veux voir mon métier comme ça. Je veux être libre dans mes pensées. Et je commence à revenir au Léon de Lyon, j'en parle et tout. Ah, Galon, tu nous saoules avec tes questions, tu nous saoules avec tes idées. Machin. Quand on se parle de liberté, là, on se parle de quoi? On se parle de ces gens qui se disent, ok, on va aller sur scène et qu'est-ce qu'on pourrait y raconter? C'est ça, cette liberté? C'est la page blanche? C'est l'idée de se dire, ok, on va créer? Moi, ce qui m'a passionné, c'est de pouvoir se tromper, de ne pas juger quand il s'est trompé. Excuse. Et je pense, excuse-moi. Je pense que c'est le plus gros truc, c'est ça. C'est que là, du coup, tu découvres un monde où on va aller tu vois, où on veut, on va se libérer et on sera pas jugé. On a droit à l'erreur, on a droit de ne pas être dans la compétition, on a droit d'aller chercher au fond de soi qui on est. Et mais ça après je l'ai gardé fermé en moi longtemps parce que de toute façon je commence à en parler au Léon de Lyon. On balaye tout ça encore avec mes idées farfelues. Je commence à en parler à d'autres maisons quand je commence à travailler ailleurs, mais tout le monde me dit, j'ai un chef qui me dit, mais j'ai pas de réponse, je peux pas de réponse à tes questions. Je dis ok. La question que je me pose, c'est mais pourquoi vous me demandez de le faire comme ça? Et si on pouvait imaginer de le faire comme ça? Mais non, tu poses pas de question, je te demande de le faire comme ça. Tu comprends? C'était toujours de remettre en cause, de dire, je suis hyper proche de la façon de penser des Espagnols. Tu vois, quand j'écoute Albert Adria, Ferran Adria, ces chefs espagnols, je trouve qu'ils ont ils ont un poids de la tradition moins fort que nous aussi, mais ils ont une liberté dans la remise en question du métier et des choses que je trouve fabuleuses, en fait, et qui est jamais dans le jugement. Nous, on n'a pas ça en France, on juge très vite, tu vois, Donc, en fait, moi, c'était plus ça, c'est de me dire, pourquoi on peut pas essayer de réfléchir un peu, pourquoi on peut pas faire un pas de côté comme ça? Mais je comprends que ça déstabilisait le mec qui voulait guider et puis ça lui faisait peur. Tu veux l'emmener sur un chemin qu'il connaît pas, quoi, tu vois. Donc en fait, j'ai gardé ça en moi longtemps. Je me suis interdit d'aller travailler avec des chefs qui me fascinaient comme Pierre Gagnère ou comme Pourquoi tu l'as interdit justement? Parce qu'ils pouvaient représenter ça, non? Ouais, mais parce qu'en fait, je me suis senti en danger partout dans ce milieu-là et que je me suis dit putain, je suis que bien avec ma femme parce que elle est dans ce milieu-là et qu'en fait, j'ai retrouvé une autre hypersensible qui ont des codes qui me parlent et je me sens bien là, tu vois. Je vais rester là, je vais garder ce côté douillet de ce côté, côté Nadia et les amis du théâtre, tout ça, et puis côté pro, on va être j'attends rien. Voilà. Ouais, j'attends rien. Et du coup plus tard je me suis dit heureusement peut-être que j'ai pas travaillé avec Gagnère ou avec Marie Vera ou des chefs comme ça parce que ils étaient tellement ouverts d'esprit que je pense que j'aurais peut-être longtemps copié leur cuisine. Alors que là, je sais pas, hein, mais en tout cas, on m'a contraint dans des années, à un tel point où d'un seul coup, je pouvais plus, quoi. C'était, il faut que je m'installe. Je suis venu ici, je prends en 2010 le poste de chef salarié et je parle pas trop en fait de toutes mes expériences, tu vois, je saute déjà à 2011 là, à 2010 oui, je là, vois, c'est ce que j'allais dire, il y a un gap. Il y a un gap parce qu'en fait parce que t'as décidé que ça se jouerait pas là. Ouais. T'es dans un tunnel. Ouais. Il va durer combien de temps ce tunnel pour qu'on se représente les choses entre le moment où tu rencontres ta femme 2003 donc et tu vas te faire 8 ans où tu vas te dire d'un côté il y a ce qui m'anime, là où je respire et de l'autre côté il y a cette espèce de milieu hyper codifié duquel je peux pas sortir des lignes mais c'est comme ça. C'est mes devis et j'avance comme ça. Ouais. En fait, je suis parti dans un état d'esprit qui était un peu différent, c'est-à-dire, je vais aller prendre ce que j'ai à prendre dans les maisons. Je vais donner ce que je peux donner dans ces maisons-là. Bien sûr, mes heures et que j'ai donné des heures et du travail, ça va servir à la maison, mais moi, ça va m'entraîner. Et là, je vais devenir bon, je vais devenir bon. Et je vais prendre que ça ici. Alors, si on parle pas des expériences en détail, là où c'est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles t'apportent. Quand tu dis, je vais prendre ce que j'ai à prendre, on se parle de quoi? On se parle de technique, on se parle de, je sais pas, de gestion, de management. Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce qui te nourrit à ce moment-là? Mais en fait, ce que j'observe, c'est que je vais d'abord partir travailler avec un chef, Christian Lerme en haut du crayon de la Pardieu, qui lui va m'amener une autre vision parce que c'est un hôtel, une autre vision de cuisine, et un monsieur qui du coup va être dans une démarche culinaire
complètement différente et en recherche en permanence sur son identité. Donc là, je vais trouver le moment où on peut être en doute en permanence en cherchant son identité et on peut se tromper, faire des chemins. En tout cas, être dans la recherche. Ouais, mais surtout aller surtout sur des chemins, se forcer à aller sur un chemin alors qu'on sait que c'est pas le bon. C'est-à-dire que moi, je ressentais par exemple que ce chemin-là, c'était pas forcément le bon, et je l'ai bien vu après, on a déjà discuté après, c'était pas le bon en fait. Et que des fois, on est vraiment à se forcer, il faut aller sur ce chemin pour l'image qu'on donne, tu vois. Après, je vais chez un autre chef, c'était les ratios de manière automatique, tac. Je savais que maintenant, j'ai jamais posé sur papier pour calculer mes ratios, et ça fait 11 ans que je suis installé et que mes bilans sont très bons parce que j'ai en tête, tac, je sais que là, je fais la culbute comme ça. Ouais. Donc ça, c'est une gymnastique qui est hyper importante, c'est de me dire, bon, la casquette de gestionnaire, je vais la garder à côté de ma casquette d'artiste. Donc j'ai pris ça avec Joseph Viola, qui lui est un très bon gestionnaire. Les sauces, très bon saucier, où du coup il m'a beaucoup formé aux sauces. Donc là j'ai pris les sauces. Et après je suis parti au Québec aussi en 2007. Là j'ai pris autre chose, c'était vraiment la liberté. Un peu c'était notre rêve américain. On a fait les papiers d'immigrants permanents. Mais moi au bout de 6 mois, je pouvais plus quoi. J'étais trop latin, je voulais revenir. Donc on a découvert ça. Donc à chaque fois tu vois un truc. Oui, parce différent. que mine, tu parles d'un tunnel où peut-être qu'humainement tu te sens un petit peu brimé, mais tu picores, tu mets des choses dans ta besace, tout ce chemin faisant. En fait, il y a un truc, je pense, qui m'a aidé de passer ce temps-là, c'est, ok, je vais faire tout ça parce que je suis un bon ouvrier, je sais faire ce qu'on me demande. Par contre, c'est pas ça que je ferai après. Le coup de pied, je le mettrai à la porte plus loin et je sais que je le mettrai. Je peux pas passer ma vie comme ça, c'est pas possible. Je peux pas être le chef d'un chef comme certains sont très heureux à l'être, hein, c'est pas je peux pas en fait et je pourrais pas être associé avec personne. Parce que le jour où je vais taper dans la porte, je vais taper dans la porte et le risque il va être en permanence. Donc tu peux pas être soit salarié ou soit associé avec quelqu'un parce que tu vas te dire putain mais tu vas où? Et si j'avais pas été avec Nadia qui me faisait confiance les yeux fermés, ça aurait pu être compliqué parce que du coup, moi, je suis toujours parti dans des moments, dans des endroits pas défrichés. Donc j'ai passé tous ces temps-là à part des moments. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Bon, si c'est ça, ok. C'est intéressant, c'est une parole qui est assez rare souvent parce que on est souvent confronté, enfin moi en tout cas dans ces entretiens, à des chefs qui enfoncent des portes. Tu sais, ils décrivent le truc. Alors là, j'ai fait ça, et puis après j'ai fait ça, et puis après j'ai fait ça. Il y a une linéarité, le doute. Le fait de se dire, bon, ce métier-là, c'est chiant, fait comme ça, c'est chiant, j'attends qu'il soit autrement, et en fait, il ne sera vraiment que quand il ne sera qu'autrement, c'est assez rare. J'entends rarement ça. Ouais, mais parce que, ouais. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai, comme je l'ai vécu. Et toi, on sent que t'attends un moment. Ouais. Quasiment depuis le début, en fait. En fait, je sens, tu vois, je suis pétrifié par la mort, je suis pétrifié parce que ma tante à 24 ans s'est suicidée. J'étais persuadé que j'allais mourir à 24 ans aussi. Donc tu vois, j'ai eu vraiment dur avec ça, mais je suis pas croyant dans une religion. Je suis hyper croyant dans dans l'attention, dans ce qui nous attend, dans ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, il y a quelque chose qu'on laisse, c'est pas. Et je sais que j'ai une flamme au fond de moi qui m'a emmené vers un endroit qui sera beau. Et je sais que c'est moi l'acteur principal pour que ça y arrive. Hein. Je vais pas attendre dans un canapé, mais en tout cas, je sais qu'elle est là. Donc j'accepte qu'il y ait des moments où ça se passe pas comme j'ai envie. Donc on fait tous ces moments d'apprentissage. Tous ces moments, toutes ces maisons. Le Canada, retour en France. Canada 2007, fin 2007, je reviens en France et je vais voir Joseph Viola qui était le chef du Lion de Lyon quand je suis arrivé à Lyon en 2000. Je vais le voir, je dis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui cherche un sous-chef, tout ça. Je reviens de Québec, on avait tout vendu nos meubles, on avait tout vendu. On s'est dit c'est bon, on va vivre là-bas. Et moi c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai voulu m'en rentrer. Hein. Vraiment, c'était hyper dur, c'était vraiment une grosse épreuve parce qu'on est revenu, on avait plus rien. Plus de voiture, plus rien, plus d'appartement, plus rien, plus de meubles. Nadia, qui du seul coup, son homme costaud qui bravait tout sur son passage, était tombé 6 mois de déprime là-bas. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché à mon pays, que j'allais plus jamais revoir mon pays. C'était vraiment terrible. Donc on a failli se séparer en revenant. C'était hyper dur de se trouver. Et à ce moment-là, j'arrive chez Viola, il me dit j'ai une place pour 6 mois, j'ai un mec en arrêt et tout. J'ai dit ok, je le prends. Et en fait, je suis resté 3 ans chez lui.
Et les 2 premiers mois, le temps de reconstruire, j'ai ma mère qui m'avait prêté sa voiture, c'était un break, je sais plus, Opel, je crois. Et je dormais dedans. C'était un moment assez dur. Moi, je dormais, je faisais mes siestes où je dormais dans la voiture, dans la rue vers le restaurant. Donc voilà, cette période-là. Puis je reste 3 ans là-bas, 3 ans chez lui. Pourquoi je restais 3 ans? C'est parce qu'ils ont été fermés samedi, dimanche. Qu'on était dans un restaurant, un bouchon, où on faisait les choses très bien, mais par contre où on prenait pas de risques. Et là, j'avais besoin de quelque chose de hyper cadré, quoi. Et lui, il est cadré, il est comme ça. Et j'avais besoin de me reconstruire. J'avais plus rien autour de moi, j'avais plus de meubles, j'avais plus de maison. Là, faut que je sois là, quoi. Ouais, là, il y avait de la stabilité. Ouais. Et là, du coup, je suis allé chercher la stabilité et je l'ai trouvé chez lui. Je reste 3 ans et au bout d'un moment, très vite déjà, c'est pas ce qui me plaît, mais au bout de 3 ans, je dis en fait, je peux plus, quoi. Il faut que je sorte là, c'est trop ce que j'ai en moi. Et je vois un poste chef de cuisine au restaurant Happy Friends Family, Vieux-Lyon. Je regarde et tout, je dis putain, je l'appelle et tout. Je viens voir et tout, le mec, restaurant, donc c'est que à côté là. Restaurant, un concept. Donc c'est là où on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Restaurant, un concept autour des épices et des aromates, de l'entrée au dessert. Ok. Il adorait voyager en Espagne, tout ça, donc il a voulu monter son truc sur un peu ses inspirations espagnoles, les associations de saveurs, tout ça. Donc moi j'arrive, je fais un essai, il ferme le restaurant pour que je fasse un essai, il me dit si vous venez faire un essai, je ferme le restaurant et il y a 20 personnes, dont mon banquier, mon assureur, ma famille qui vont venir manger, faites-nous un menu. Un peu la pression, mais pas bête comme méthode. Parce qu'il sait qu'il va avoir un retour sincère, pas bête. Du coup, je viens, je dis ok, pas de souci. Je fais ça, je fais le menu, à la fin, génial, machin, tout super content, donc on signe, on y va. Et du coup, on commence à bosser ensemble. Moi, au début, le premier mois, hyper libérateur pour moi, tu vois. On m'empêche pas de créer, de sortir les choses. Et lui, n'étant pas du métier, il avait pas du tout le même regard, la même pression sur ce qui se fait pas dans ce métier. Donc en fait, il te laisse tranquille dans ta cuisine. Et là, ça, mine de rien, c'est marquant. T'es chef. Ouais, c'est ça. T'es chez toi, t'es en cuisine et tu vas où tu veux. Ouais, c'est ça. Donc j'ai juste le cahier des charges à respecter de la maison, l'identité normale, mais je peux aller où je veux. Donc là, c'est hyper libérateur. Et puis les mois passent. Puis ce qui se ramène très vite à moi, c'est que lui, il a une image de gestionnaire et de relations commerciales très bonne, mais le sourcing des produits, ça l'intéresse pas. Du vin au produit, c'est pas le truc qui l'intéresse. Donc c'est-à-dire qu'il va à métro, il remplit sa voiture, il m'amène la marchandise. Et moi, ça me va pas en fait. Donc au bout d'un moment, je dis en fait, ça me va pas. Je fonctionnais comme ça, j'aimerais qu'on travaille avec des petits producteurs, tout ça. Non, moi, pour la gestion, je veux qu'une ligne pour ma comptable, machin. Je dis, ok, en fait, je vais chercher ailleurs. Il me dit, non, mais attends, c'est ce qu'on va faire, on monte le dossier, moi, j'essaie de vendre j'ai envie de vendre et tout. Je dis, mais j'ai 0 € en poche, 0. Il dit, on monte un provisionnel et tout, lui, il était hyper fort pour ça, on monte un provisionnel, machin et tout. On va avoir un banquier, deuxième personne hyper marquante dans ma vie, directeur de la banque de CIC Bellecour, qui est un mec hyper similaire à mon premier directeur de la première maison familiale qui m'avait parlé dans ce bureau. Physiquement grand, sec, un peu que Jean-Luc Reichmann, tu vois, un peu le type comme ça. Et il commence. Il me dit, bon, écoutez, moi j'ai fait plein de métiers dans ma vie, j'ai été vendeur de vin porte-à-porte, j'ai été géo, machin et tout. Donc j'ai eu une expérience hyper riche dans ma vie. Il est proche de 50 ans, lui. Et j'ai pas d'a priori. Alors, présentez-moi votre projet. On présente et tout. Moi, filou. Parce que quand j'étais en apprentissage, j'ai une aide cuisinière, une dame de certain âge qui disait, Jérémy, c'est pas compliqué. Il dit oui tout le temps, il fait ce qu'il veut derrière. Parce que j'avais vu qu'en disant oui, on me laissait tranquille et puis je pouvais faire ce que je veux. Donc là, on me demande à la banque, faut pas changer le concept, tout ça. J'ai dit, non, je change rien, bien sûr. Et à la fin, et pendant le rendez-vous, je lui dis, par contre, moi, j'ai pas d'argent, en fait. J'ai pas d'apport quand il commence à me demander des apports. Il dit, c'est simple. Vous n'avez pas d'apport, ça fait 1 an que vous êtes là, vous faites partie de la fidélisation des clients. Donc nous, on veut bien vous accompagner, on vous prête 100% la somme. Par contre, est-ce que Monsieur Duras, qui vend son restaurant, veut bien laisser 30 000 € bloqués pendant 2 ans sur un compte? Donc lui, il dit OK. Et il me dit, la seule chose que je vais vous demander, vous me trouvez les 15 000 € pour le notaire. Donc je repars, donc déjà hyper content, mais d'un autre côté j'ai 0 €, j'ai découvert, j'ai rien. Comment j'ai fait trouver ces 15 000 €?
Et puis en réfléchissant à tout ça, avec Dominique, il y a l'ACRE. L'ACRE, à cette époque, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu pouvais soit demander tes 2-3 ans de chômage, soit prendre tout prendre. Et tu te donnais, moi c'était à l'époque, un tiers de la somme des 3 ans. Ça existe encore. Ouais. Et du coup, je dis, moi je prends tout d'un coup, j'ai besoin de cet argent. Et c'est débloqué dans 6 mois. Putain, c'est débloqué dans 6 mois, comment je fais? Je vais demander à mon père, non, je les ai pas, ok. Ma mère, non, je les ai pas, ok. Et on va voir le papa de Nadia, qui est un monsieur qui habite en cité à Asnières, et qui habite toujours là-bas, dans un petit appartement, qui joue au PMU, qui est retraité de la RATP, immigré tunisien, et qui a pas beaucoup d'argent, mais qui joue au PMU beaucoup, et qui des fois a gagné quelques sommes, a mis de côté, et qui est très généreux. Elle demande à son père tout de suite, bien sûr, machin, ma fille, bien sûr. Il prête et on lui explique que dans 6 mois, j'ai la somme, je vais le rembourser. Il dit non, mais je vous fais confiance, merci ma fille. Il nous fait confiance, il prête la somme et tout. Et c'est grâce à lui aussi que, du coup, on a pu s'installer, tu vois. C'est grâce au papa de Nadia, celui qui a le moins, qui, du coup, a fait confiance. Et au bout de 6 mois, je lui ai remboursé les 15 000 euros et on est parti à zéro. Et du coup, on a commencé à lancer la machine. Donc, comme on avait tout, on nous a tout prêté. On avait 0 euros, donc on a mis que des sets de table au début. C'était des tables de jardin à l'époque ici, donc on met juste des sets de table sur les tables de jardin au début. Mais alors attends, qui travaille là? Nadia en salle, voilà. Moi en cuisine. Donc vous partez à 2 dans cette aventure. Elle du coup met de côté sa vie professionnelle pour te rejoindre, ce qui est pas rien. Écoute, en fait, ce qui s'est passé, Nadia venait d'accoucher 7 mois avant. Déjà, elle me dit, putain, mais t'es malade et tout. Je dis, mais si, c'est le moment. Le cumul. Et du coup, le petit Com a 7 mois à cette époque. Et on se dit, c'est simple. En fait, on est passionné par deux choses qui nous remplissent. Quelle est la passion qui va pouvoir faire vivre notre foyer familial, le premier? On est tombé d'accord que la restauration sera plus simple rapidement, même si on est moyen en restauration, on peut peut-être sortir un petit salaire, avoir un petit restaurant, enfin, tu vois. On est parti sur ce principe-là de dire ok, on fait ça. Elle continue à côté, toujours à monter des pièces, mais à côté, de temps en temps, puis après elle le lâche parce que trop pris par le restaurant. Et la deuxième promesse qu'on se fait, c'est ok, on part là-dessus. Elle me dit par contre, moi je veux pas des enfants qui voient pas leurs parents pendant toute leur jeunesse. Donc un des deux parents doit rester avec eux. Elle me dit comme toi c'est ton métier, tu seras là le service. Moi le soir je suis avec les enfants. Okay, donc elle avec est là, l'enfant. Un service sur 2. Voilà, elle est là le midi. Soir, elle est avec Com, et le soir, moi je trouve quelqu'un. Ouais, je trouve quelqu'un qui vient faire le service le soir. Mais alors qu'est-ce qu'on mange? Et comment ça s'appelle? On n'est plus chez Happy Friends Family ça là, s'appelle Happy Friends by Jérémy Galvan pendant 1 an. Ah. Donc très vite tout change au niveau des produits, tout ça, mais le nom est là. Et je veux très vite montrer ce que je sais faire. Et donc je vais dans des endroits qui plaisent, mais qui en fait sont démonstratifs. C'est-à-dire que je vais tout de suite créer des menus. Un menu qui s'appelle Illusion, Architecture, Design, ou ça va être un menu où c'est que des illusions, l'éponge qu'on voit partout maintenant, je la faisais à cette époque, les fruits qui ouvrent l'effet, tout ça. Je fais un menu illusion, après je fais un menu bijouterie où c'est une bague, un collier, machin, architecture. J'ai besoin de montrer ma créativité, tu vois, j'ai besoin de montrer. Donc je passe ce moment-là où les gens m'en parlent encore. C'était un souvenir qui leur plaît, ok. Mais moi, parce qu'il y a du répondant. Parce que parfois, quand on est chef et qu'on veut être dans la démonstration, on va trop loin. Déjà, parfois on se perd un petit peu. On sait pas, on veut plus montrer que faire en fait. On sait plus trop où on se situe. Et puis parfois, on trouve pas son public. Ouais. Moi, en fait, j'ai trouvé très vite parce que ça plaisait, parce que les gens, c'était ludique, ça les amusait. Mais je me suis perdu dans les goûts. J'étais pas dans les goûts. Regardez, je sais faire ça. Tu vois, j'étais comme un enfant un seul coup. Putain, on a donné de jouer, c'est bon, je l'ai. Je veux être libre. Puis en fait, ma liberté, je l'ai pas trouvée tout de suite. Il a fallu que je déconstruise et que je comprenne en fait ce qui jouait. Là, ce qui jouait, c'est le petit garçon qu'on a gardé, qu'on a comprimé, qu'on n'a pas voulu écouter. D'un seul coup, tu vois toutes les idées que j'ai. Boum. En fait, après, il se passe 1 an, 2 ans. Et je dis putain, non, mais en fait, c'est pas ça. Le sujet, il est pas là. Qu'est-ce que je vais garder d'avant? Et j'ai commencé les 3-4 premières années à vraiment déconstruire. Qu'est-ce que je garde? Voilà, qu'est-ce que je filtre? Le solfège. Bon, ça, dans une cuisine, faut qu'on ait le même langage. Tailler une brunoise, ça doit résonner auprès de tout le monde. Je veux pas révolutionner le vocabulaire culinaire, c'est pas mon sujet. Ça, on garde. Tel machin, les jus, je suis bon là-dessus, on regarde. Tu vois, qu'est-ce que je garde d'avant?
et qu'est-ce que je vais construire. Donc une fois que j'ai créé ça, ce que je garde, maintenant je vais être libre dans mon sujet. Qu'est-ce que je vais construire? Je commence à construire, à être libre dans mes envies de créer, dans ma vision de faire, tout ça. Et je me dis, putain, je suis libre et tout, génial. Mais tu sais, souvent, j'ai des papillons dans la grotte quand tu rentres. Pourquoi? Parce que j'ai souvent l'impression au début d'être cette chenille chez les chefs chez qui je bossais. Et je suis devenu après dans un cocon ici. Je me suis dit, putain, je suis libre. Mais en fait, non, j'étais enfermé dans ce cocon et je viens seulement, il y a quelques temps, d'ouvrir mes ailes et de m'envoler. Parce qu'en fait, ce qui m'a bloqué jusqu'à là, c'était quoi encore? C'était ce regard des autres. Ce regard des autres qui pesait trop, ce regard des autres chefs, ce regard de la note, tu vois, des guides, tout ça. À tel point que pendant des années, de l'ouverture d'ici jusqu'à, il y a 3 ans, je pense que l'année dernière, c'est vraiment là où je suis le plus libre, je t'expliquerai, mais, 3 ans, je l'ai dans les soirées Le Chef ou Guide Michelin ou machin. Si j'ai pas de récompense derrière, j'avais l'impression que j'entends dans ce pièce, c'est que j'avais une lumière autour de moi. Regarde, il y a le loser, le loser, tu vois. Et qu'on me suivait tout le temps. Et donc, j'allais toujours dans une attente de quelque chose que je n'allais pas avoir parce que de toute façon j'avais pas de récompense prévue ce jour-là, et en plus avec une image très négative de moi. Donc pendant des années, les gens pensaient que j'étais hautain, je sais pas leur parler, mais j'étais pétrifié en fait. J'ai l'impression que tout le monde pensait dans leur tête, c'est le loser. Regarde le mec, il est là, mais il est là, s'il fait là, pourquoi il est invité, tu vois. Et ça a été le syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu longtemps, et c'est ce qui me bloquait dans ma liberté, tu vois, de me dire putain. Qu'est-ce qui joue? Pour qui je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux être reconnu? Tout ça. Un jour, je fais une formation d'auto-hypnose où je rencontre différentes personnes et Albéric qui est dans mon livre et qui est devenu un ami qui m'enseigne l'auto-hypnose. Et un jour, il me pose une question, il me dit si t'enlèves les récompenses, la reconnaissance, tout ce qu'il y a dans votre métier, pourquoi tu le fais ce métier? Et pendant 1 minute, j'ai hyper peur parce que je me suis dit c'est triste quoi, je fais ça que pour ça, c'est hyper triste. Et il voulait juste m'emmener sur le profond et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que là où je voulais vous emmener et je faisais ce métier pour ça, c'est à l'intérieur de vous, allez vous cueillir par des émotions comme quand tu vas au théâtre, qui te viennent des tripes, qui ne viennent pas d'un truc attendu, construit, mentalisé. Non, boum, tu les reçois, tac. Et je comprends ça et je me dis en fait, ok, c'est là que je veux aller et c'est ça qui m'anime. C'est toute cette période d'enfance qui m'a été un peu volée, mais parce que mes parents, voilà, moi j'étais plus inquiet que ma mère revienne quand elle partait en pleine nuit avec la voiture parce qu'ils s'étaient tapés dessus que de laisser vivre les sensations du moment, tu vois. Donc on m'a volé ce moment-là, j'ai envie de vous ramener là. Comment je vais faire pour le faire? Ah putain, faut que je déconnecte le mental. Ah bah si je déconnecte le mental, on va pas présenter les séquences avant. On va juste dans le moment présent, la sensation. Et ce qui est beau, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand je vois les clients et qui me disent putain, ça m'a ramené là, c'est tous différent. Pourquoi? Parce que quand on présente pas les séquences, et ben là ma démarche artistique fait sens, c'est-à-dire que ça vous appartient. Et que je peux pas vous mettre dans le cerveau rideau tu sais pas où ça va résonner. Tu sais pas où ça va résonner. Et une association de 2 produits peut t'amener complètement ailleurs, quoi. Plus j'avançais, plus ma seule quête c'était le sens. Et si je mets ça, il faut que c'est du sens. Donc j'ai dégagé tout ce qui avait pas de sens. Ok, ça voilà, il y a pas de place ici, j'enlève. Il y a pas de place, j'enlève. Et du coup de me ramener à essayer du sens. Et pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que je veux plaire ou est-ce que je le fais parce que je le ressens? Et après et plus mon chemin était là de me dire je veux faire les choses que parce que je les ressens. Ah, je ressens cette sensation, tac, je vais vous amener là. Ah, je le sens comme ça. Ah bah attends, si je le fais comme ça, est-ce que ça, machin, je vais l'amener comme ça. Souvent, j'ai vraiment pas du tout, j'ai pas du tout le melon à dire ça. C'est juste que quand Pierre Gagnard parle, j'ai beaucoup, ça retentit énormément chez moi. C'est un mec qui me touche vraiment profondément. Et qui a jamais goûté sa cuisine jusqu'à sa 3e étoile. Moi, j'étais dans ce schéma-là, jamais goûté, être dans la sensation et dans le ressenti et de ne pas comprendre, en fait, des fois pourquoi je le fais. Mais de le faire parce que je sens que c'est là que ça doit se faire et comme ça que ça doit se faire. C'est-à-dire que tu pars avec une intuition et tu ne goûtes pas. Ouais. Et je goûte pas au départ et je goûte après. Et souvent, le truc c'est qu'avant je goûtais même pas et je note aucune recette parce que
dans mon processus aussi de liberté ici, c'est installer quelque chose d'important au début. C'est que je venais d'un milieu où on notait tout et c'était comme ça, pas autrement. Et là, je me suis dit, non, je veux pas me reposer sur mes lauriers, je note rien. Donc, parce que t'avais peur que ça codifie. Ouais. Et puis surtout que j'avais peur de me reposer sur mes lauriers, d'aller chercher une vieille recette, tu vois, que j'avais fait. Ouais. Bon, le négatif là-dedans, c'est que j'ai aucun écrit de tout ce que j'ai fait et c'est les anciens d'ici qui sont partis avec toutes mes recettes et j'ai rien. Et le bon, c'est qu'on est dans le mouvement en permanence. Mais j'écris rien du tout, je note rien. Et du coup, ce qui me laisse hyper libre dans le propos, à tel point que maintenant, les gars, je crée une création, tac, je mets ça, je suis en train de mettre 20 grammes de ça, je prends quand même une balance à côté de moi. Ils notent tout et ils ont leurs recettes, je les forme, ils peuvent vous reproduire, tu vois. Et je le fais comme ça. Mais moi, je note rien. Et le principe de construction, alors par exemple, c'est quoi? Ça vient comment? Parce que ça paraît très abstrait, ça, pour le coup. Ça vient comment et comment on en arrive à un plat? Est-ce qu'il y a un plat comme ça qui... En fait, ça dépend. La carotte, par exemple, l'idée c'était de ramener à l'état primitif quand on propose l'expérience autour des 5 sens. Pour moi, pourquoi je voulais proposer cette expérience, c'est que comme quand les 4 éléments sont arrivés, je ne sais même pas t'expliquer comment en m'installant ici, c'est que j'avais envie de matérialiser des choses avec lesquelles on vit et sans lesquelles on peut pas vivre et auxquelles on fait plus attention. Donc j'ai matérialisé les 4 éléments et c'est devenu un peu vraiment fondamental de mon travail. Et après les 5 sens, pourquoi? Parce qu'en fait souvent on fait plein de choses sans s'en rendre compte. On n'arrive pas à faire le focus sur un sens ou plus qu'un autre et sur une sensation. Donc quand on est parti sur ce travail-là, je me suis dit bon, il faut quand même que je note. Et à un moment donné, je me suis dit je peux pas être dans l'abstrait tout le temps, je mets en danger mes collaborateurs en permanence. À l'époque, je sortais à 19h, je sortais 3 nouveaux plats et ils étaient même pas au courant, les accords, machin, tout le monde était en panique, tu vois. Mais ça sortait comme ça, tu vois. Donc maintenant, je dis bon, je vais structurer pour mettre un peu de cadre et amener du confort aux collaborateurs. Donc on a créé une colonne vertébrale. Et du coup, quand on va solliciter le toucher. Bon, le toucher, comment on va le solliciter? Ah, j'aimerais bien le ramener à côté primitif. Comment ramener? Je sais pas, là, ça a pu être la carotte, où on va toucher la matière d'abord, aller chercher avec les doigts, manger avec les doigts, et tout va se faire avec les doigts. En ce moment, c'est un pavé, comme le pavé du violon, que tu lèves avec plusieurs étages, tu manges qu'avec les doigts. Donc là, tu pars comme ça. Une autre fois, ça peut être un jour, je revenais de vacances et j'avais déshydraté des herbes. Il y avait des feuilles d'épinards déshydratées dans une boîte sur mon étagère. Je buvais mon café en faisant ma mise en place. Et je les vois, je dis qu'est-ce que je pourrais en faire de ça, parce que des fois j'aime bien faire des sels ou des sucres de légumes. Et là, je dis bon, on va le mixer. Qu'est-ce que ça m'inspire? Végétal, amertume, ok. Comment je peux venir accompagner ça? Peut-être équilibrer l'amertume avec un peu de sucre. Une petite meringue, ok, meringue épinard. Qu'est-ce que je pourrais amener contrer tout ça? De l'acidité, j'aimerais bien tout bien peps, un citron, un agrume, tu vois, je vais mettre un truc peps. Et puis on va amener un peu de rondeur, mais pas trop rond, pas trop lourd, avec un peu de brebis. Donc on va faire quelque chose à la brebis. Et puis était né rapidement une création autour du chèvre bien en dessert. Quand on me dit de façon comme ça, comment vous pensez à ça? Parce que je pense pas comme vous, je pense pas à mousseron café, je pense à mes amers, mes acides, mes sucres. Et du coup, je vois plutôt une palette comme ça dans ma tête, qui du coup, je ressens le goût comme ça en tête, avant de même me mettre à cuisiner. Les textures, je les sens maintenant, c'est arrivé il y a quelques temps, j'avais pas ça avant, où je sens même la texture que ça a en bouche. Donc tu joues avec des tonalités. Tu te dis, ok, là, je vais rajouter de l'amertume, comme tu le disais, ou un peu de rondeur, ou un peu d'acidité. Dans chacun de ces tiroirs-là, ça peut être un citron, ça peut être, pour une acidité, pour l'amertume. Mais voilà, c'est d'abord cette tonalité, cette gamme, et maintenant les textures. C'est marrant parce que ça s'est structuré petit à petit, en fait. Ouais, c'est ça. T'as posé un propos à l'origine. Ouais. T'as posé un propos avec ses séquences, avec ses sens. Et là-dedans, t'as fait évoluer ce qu'on allait y trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es dit à l'origine, c'est cette direction. Comment dire, c'est cette histoire que je veux raconter. Et après, t'as tissé à l'intérieur. C'est ça. Mais c'est intéressant de s'être dit, tiens, je vais raconter ça. Je vais aller là-dessus. Je vais aller sur l'essence. Je vais aller... Mais en fait, je pense que ce qui joue vraiment, c'est que j'adore être cueilli. Tu vois, je suis allé voir Tout mon amour, une pièce qu'on m'a offert. Je suis allé voir au Théâtre de Célestin. J'étais avec mon fiston. J'ai pleuré tout le long. Et ça, je me dis, putain, mais moi, j'adore ça. En fait, j'adore, je savais même pas ce que j'allais voir. Et qu'on me cueille comme ça et que j'arrive pas, et que je suis rempli d'émotions. Si tu veux, moi, quand je vais voir des gens, et ils ont les poils sur les bras, qui me disent, putain, sur cette séquence, j'ai pleuré.
ça me touche plus profond que c'était bon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis allé toucher autre chose. Et ça, c'est ça qui me nourrit beaucoup plus. En fait, il y avait un moment dans ma construction, quand j'ai dit qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui me court-circuite, moi qui ai mon esprit en permanence court-circuité? C'est les informations inutiles. Ok. Dans les informations inutiles, il y a quoi? Il y a l'assaisonnement, la cuisson, le goût. Pourquoi tous les jours je dois me répéter ça? C'est le minimum du contrat. Sinon, je fais pas ce métier. Donc déjà, je me suis dit, ok, Galvan, t'as compris un truc, c'est que ça, tu peux pas en déroger. Parce que c'est ça qu'il faut amener au client. Donc, mais détache-le de ton esprit, c'est le minimum, ok. Et ouvre ton esprit à autre chose. Et à partir de ce moment-là, elle s'est construit ce truc-là, se dire, de toute façon, ça, on déroge pas. Poum, pour que ça marche, faut que ça envoie. Il faut qu'en bouche, ça soit vraiment au rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu peux aller toucher ailleurs, tu vois? C'est marrant parce que c'est un propos qui dépasse la cuisine. Ouais. Quand tu parles du théâtre, le fait d'être cueilli, le fait de se déplacer, c'est aussi proposer aux gens de s'extraire de quelque chose. Ouais. Mais c'est ça, les gens ont l'impression de vivre ça en fait ici. L'expérience, ils disent, ah putain, on a l'impression d'être sorti, vivre autre chose, tout ça. Mais c'est marrant d'être allé chercher ça. Là, quand on se refait le film, et on en arrive au temps présent, là. Mais quand on se refait le film et ce qu'on vient de faire, tu vas chercher à sortir les gens de leur situation. Peut-être d'une situation qui les contraint. Peut-être d'une vie qui leur est difficile ou contraignante. Comme ce tunnel dans lequel t'as été pendant pas mal d'années, finalement, avant de te déployer, quoi. Là, tu leur proposes, en fait, cette parenthèse-là, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que souvent, je me dis, je veux qu'ils ouvrent la porte, que le réel et l'irréel soient toujours là en permanence, et qu'en fait, cette bulle dans laquelle ils vont être va être vraiment une parenthèse. Et vraiment une parenthèse. C'est une idée de sortir de la réalité. Ouais, c'est de se dire, et sortir de la réalité. Je pense que... Bah c'est ce que tu cherches. C'est ce que je cherche, c'est sûr. Tout le temps. Tout le temps. Mais parce qu'en fait, moi, quand j'imagine encore mon projet qui évoluera et qui bientôt sera un ticket, tu vas prendre un ticket de spectacle et on va t'emmener à cet endroit-là où tu vas avoir des choses qui vont descendre du plafond et machin, c'est l'émerveillement, en fait. Je veux vous ramener à l'état d'enfant, pas pour vous infantiliser. Juste parce qu'en fait, cette vie, elle va tellement vite et on est tellement, on touche plus ce beauté du magique, juste de se laisser aller et s'émerveiller d'une coccinelle, machin. Moi, c'est ça qui m'anime, en fait. Ce qui m'anime, c'est que il y a des excellents cuisiniers sur la planète entière. Je pense que notre pierre, elle se joue dans la différence parce qu'on est tous différents et de savoir là où on veut jouer les choses. Moi, là où j'ai envie de les jouer, c'est sur des choses qui sont profondes et sur des moments légers, tu vois, où tu te laisses, où t'es léger, quoi, où t'as plus ce poids de tout ça, quoi. T'essaies de retrouver un truc. Je sais pas, j'essaie de retrouver, en tout cas, j'essaie de me laisser guider et de me dire qu'en fait, mon chemin, il est pas arrêté, je sais qu'il est pas fini, et je sais que il y a du sens, et plus il y aura du sens, plus je serai heureux, plus je suis libre. Tu sais, quand cette année, je suis monté au Michelin, que j'étais invité, et que j'ai rien eu et que j'avais rien de récompense en plus et que j'étais hyper bien, c'est là que j'avais gagné. Je me suis dit putain, je suis libre de ça. Je suis hyper content d'être avec vous tous là. Je suis hyper content d'être là. On a passé une soirée folle la veille, le lendemain, et j'étais bien. Et je suis reparti bien en me disant une chose. Putain, également, ça m'a fait comprendre un truc là. C'est que ne laisse personne te faire douter du chemin sur lequel tu es. Et surtout, remettre en question en permanence tes choix. Parce que mon gros problème, il est là, c'est que un clignement d'œil d'un collaborateur quand je fais une réunion ou un machin peut remettre tout en cause dans ma tête sans que je leur dise mon choix. Non, en fait, ton nom il est là-dessus, tu le construis depuis tout petit. Tu veux aller vers quelque chose de profond, qui est pas forcément compréhensible par tout le monde rapidement. Tu sais, souvent quand on me dit ouais, est-ce qu'on peut créer tout ça? Non les gars, en fait, je vous amener sur ce chemin-là de l'ouverture d'esprit et la créativité. Mais ce qu'on sort ici, c'est quelque chose de profond. Donc en fait, je vais vous accompagner, mais c'est pas en restant 6 mois que tu peux créer en fait chez moi. Faut que tu restes longtemps avec moi et qu'on comprenne les choses. Et voilà, c'est plus me dire en fait, ça m'a fait comprendre un truc. Je me dire, ok, je suis pas assez intransigeant sur le cadre que je mets ici. C'est-à-dire que je suis hyper libre, hyper ouvert, hyper bienveillant. Par contre, le cadre il doit être hyper ferme. Tu vois, il doit pas laisser la place au doute que peut mettre un collaborateur qui va me dire ah et si machin et puis qui part au bout de 2 jours voilà. Ouais, il faut que tu sois dans ton sillon, il faut que tu sois sûr de ce que du cap. Tu m'as pas parlé de Michelin? Non, ça a été c'est pas un sujet? Non, c'est pas que c'est pas un sujet, c'est que je suis hyper content d'être étoilé, je serais hyper content le jour où j'en aurai 3 parce que
moi, j'ai pas du tout de prétention d'avoir 3, mais je ressens que je vais être de plus en plus sincère dans mon travail. Et pour moi, la 3e étoile, du moins, ce que je vais dans une maison 3 étoiles, j'ai envie de trouver, c'est une identité forte et un parti pris fort et une histoire forte. Puis il y a une théorie, c'est courir après les étoiles, ça sert à rien. Oui, Vaut c'est mieux ça. courir dans sa cuisine, et les étoiles, si on court bien, normalement, elles doivent tomber. Ouais, et puis de toute façon, après, je me dis, moi, je veux pas avoir des étoiles parce que je rentre dans un cadre ou un attendu. Et je veux être hyper libre dans ce que je fais. Et reconnu comme tel. Voilà, c'est ça. Et que si quelque chose vient, je serai reconnu pour ma liberté et pour mon travail. Et ça prendra plus de temps peut-être qu'un autre, et puis peu importe. Et puis ça viendra peut-être pas. Mais qu'est-ce qui vient de plus beau quand tu fais ton métier, c'est ta liberté de te dire, je prends pas cette décision parce que j'ai réfléchi à ça. Je la prends parce que je la sens. En fait, je la sens bien, là. On y va, là. C'est l'histoire d'une vie, mais je trouve ça beau, et surtout de voir que tu rencontres les personnes. Moi, j'ai toujours, je suis animé par quel adulte seront mes enfants et qu'est-ce que je peux leur amener comme outil pour qu'ils soient libres rapidement et qu'ils soient heureux, tu vois, d'être libres, où qu'ils aillent, qu'ils soient heureux d'être libres. Et souvent, je me parle à mon petit Jérémy, au petit enfant qui est à l'intérieur de moi, qui a eu besoin, tu vois, de moi de reconstruire, mais j'ai eu besoin de m'entourer. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois, de rencontrer Nadia, qui a aussi très vite à me sortir aussi de ce truc-là, enfin d'avoir un œil différent sur la vision, puis du coup de prendre un chemin différent, d'avoir rencontré Elodie qui s'occupe de moi, mon aspect marketing, mais qui s'occupe de plein d'autres choses, qui est hyper fine et qui du coup m'a toujours accompagné depuis 7-8 ans sur mes réflexions, sur moi toutes mes idées folles, à les mettre tu vois, à les structurer, et du coup en fait t'as moins peur, tu y vas, même si je sais que sans personne j'aurais pris sûrement plus de temps, mais j'ai quelque chose qui me brûle à l'intérieur, qui me fait de toute façon je dois aller là. Donc soit tu raccroches le wagon, tu viens avec moi et c'est ok, on y va ensemble et on va se nourrir, on va être plus rapide, plus fort, soit tu raccroches pas le wagon, j'y vais quand même en fait. Et ce truc là que j'ai au fond de moi, je le dis souvent, j'ai dit putain, je sais que il y a quelque chose de magique là, il y a quelque chose de beau qui me suit, toujours quand j'ai en doute, qui me dit hop, non mais c'est bon, continue, t'es là, continue, c'est là, continue. C'est la petite flamme. Ouais. Et donc je me rattache beaucoup à ça. Ouais, tu vas vers toi. C'est ça. Plus compliqué. Aller vers soi. C'est sûrement cela que cherche depuis toujours, et par la cuisine évidemment, Jérémy Galvan. Parce que quand on a la sensation d'être au fond, mais que le monde nous empêche, quand on se dit qu'il existe une voie en soi, mais qu'on ne sait ni la forme qu'elle va prendre, ni comment la faire éclore, il faut se battre pour trouver son endroit. On a souvent tendance à confondre sensibilité et fragilité. Or, il faut du courage pour exprimer ce qui nous bouscule, ce qu'on ressent différemment. En cuisine, il n'est pas évident de sentir et surtout de dire qu'on peut faire autrement. Parce qu'il a longtemps été interdit d'expression, Jérémy Galvan a dû en silence, en cuisine, tenter de trouver le lieu et le moment où il pourrait prendre son envol. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il est sorti du cocon et le papillon, qui pourrait être le totem de son restaurant, vole aujourd'hui vers ce qui l'anime et l'interpelle. Il revient se poser à l'heure du service, rue du Bœuf, à Lyon, pour partager avec les convives de son restaurant ses sensations et ses sentiments. À eux alors de les faire leur, pour voir ce que le voyage qu'il nous propose a réveillé ou révélé de nous-mêmes. Merci chef pour ce partage intense d'émotions, pour cet entretien si franc et si transparent qui prouve que ce n'est pas parce qu'on baisse la garde, qu'on se montre tel que l'on est, que l'on devient vulnérable. Au contraire. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On est content d'être de retour et vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, notez le podcast sur votre plateforme, c'est ainsi que vous nous aiderez. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un talk d'exception sur un sujet passionnant et tous les lundis, de toute façon, pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!